m'appelle Yassine Assaïni, je suis prof de psychologie à la Haute École de Bruxelles, en Brabant également. Et donc, je donne des cours de psychologie, mais je donne aussi un cours que j'affectionne beaucoup, c'est un cours de méthodologie. Pourquoi? Parce que au sein de cet espace-là, j'ai l'occasion de pouvoir vivre, la capacité des étudiants pour se en expérience, mais surtout à développer des processus cognitifs qui leur permettent d'agir, de prendre posture professionnelle. Ça, j'adore. J'utilise aussi un petit cours pour ça. Alors, l'expérience dont je vais vous parler, le titre que vous avez vu sur l'annonce du congrès au FRIS, c'était les nouvelles solidarités peuvent nous imposer de revisiter ou de repréciser nos pratiques sociales. Les nouvelles solidarités nécessitent-elles de repenser nos pratiques sociales ou de penser de nouvelles approches? Voilà. Et donc, l'idée, elle reste la même en fait, et j'ai un peu peur que ça ait été induit en erreur pour certains d'entre vous. L'idée que je poursuis, c'est de vous parler évidemment du droit d'agir et de mettre l'accent sur l'alliance qui va unir dans un temps donné, je parle d'une alliance temporelle, qui constitue un lien social fort, qui va mettre en rapport une personne en recherche ou en questionnant par rapport à une difficulté temporelle, avec une personne qui accompagne, qui va l'aider aussi dans une dimension temporelle. Cette alliance-là, dans laquelle je mets moi un lien social très fort, qui naturellement va se construire, comment l'accompagnant fait-il pour pouvoir le mettre en œuvre et faire en sorte que ça sert en tout cas à l'intérêt et le bénéfice des personnes en difficulté. Donc, c'est un projet qui a été soutenu et financé par Erasmus+, et qui a impliqué 8 partenaires européens. Ces partenaires, je vais vous les présenter rapidement. En France, on a la Fondation des apprentis d'Auteuil. C'est une institution de travail social qui a été été créée pour soutenir l'enfance abandonnée, et qui aujourd'hui développe pas mal d'activités dans le secteur de l'aide, soutien à la précarité, mais aussi par rapport à l'aide à la jeunesse. La HEDP, donc c'est l'école dans laquelle je travaille. Il y a l'équivalent néerlandophone à Anvers qui a participé au projet. L'université Casimir Witowski en Pologne. CRISP, c'est une institution roumaine qui travaille à la formation des travailleurs sociaux qui accompagne les personnes en précarité en Roumanie. L'INFA, Institut de formation en France, qui forme des éducateurs spécialisés et une étude sociale, je pense. C'était le support logistique par rapport au projet. Amigo, c'est l'équivalent, si vous voulez, de l'apprenti d'Auteuil en Espagne. C'est une très grosse institution. Il y a CNOS en Italie, qui développe une pédagogie liée à l'apprenti de Moscou. C'est l'équivalent aussi, je pense, de Amigo et d'apprenti d'Auteuil, mais en Italie. Qui travaille avec l'apprenti de précarité, mais aussi la profession. Alors, qu'est-ce qui fait que ces 8 partenaires européens se sont rencontrés et un jour ont décidé de réfléchir sur cette question-là? C'est le fait que chaque partenaire, dans le cadre des rencontres en consortium, propose de s'intéresser à une thématique porteuse. Systématiquement, quand les partenaires questionnent et amènent un sujet sur la table, eh bien, ils s'inscrivent dans une posture de chercheur. Et systématiquement, ils sont dans l'intention de la volonté de vouloir changer quelque chose qui ne fonctionne pas. En tout cas, il y a des dimensions qui participent au mal-être des personnes, ça vous le développer. Systématiquement, il y a un double objectif qui est de résoudre d'une part les difficultés qui sont liées au progrès humain, de question cela, mais aussi de faire progresser la science. Et ici, dans ce cas-ci, c'est la dimension pédagogique qui m'intéresse. Et alors, ça c'est la particularité de cette recherche, c'est l'implication des usagers. Alors, nos usagers en question, là, quand on pratique une recherche-action collaborative, l'idée c'est de mettre en présence des travailleurs sociaux, des formateurs, des enseignants, des chercheurs. Et dans ce cas-ci, on a inclus des bénéficiaires, c'est-à-dire des personnes qui ont eu l'occasion de pouvoir être accompagnées par des travailleurs sociaux et qui ont aujourd'hui la possibilité de pouvoir s'exprimer ou expliquer, raconter le vécu de l'accompagnement psychosocial qui a été prodigué antérieurement, à l'époque. Donc cette recherche, elle va vraiment porter sur cela. Comment ensemble, travailleurs sociaux, enseignants, chercheurs et bénéficiaires peuvent revenir sur une expérience d'accompagnement vécue et comment ils peuvent, au départ de l'exploration de l'expérience vécue il y a quelques années, identifier des éléments et des facteurs qui ont participé de manière constructive ou
ou moins constructives, positives ou moins positives, à ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. D'accord? Jusque-là, ça va. Oups. Constat et motivation. Là, je vais être un peu trash. Je vais aller directement à dire suivant. Je vais vous passer une petite vidéo. C'est un décès pour le moins interpellant en Flandre. Un jeune homme de 19 ans serait mort de faim et de soif. Il a été retrouvé il y a quelques jours dans une tente, non loin de Gand. Après une adolescence difficile passée dans des centres d'aide à la jeunesse, il était totalement sorti des écrans radars. De quoi poser question sur le suivi de ces jeunes en difficulté. Clémence Datte. Jordi, 19 ans, avait quitté une institution pour jeunes près de Gand après son 18e anniversaire. Un garçon a priori sans problème, selon cet ami. Een hele gevoelige jongen en echt heel vriendelijk. En je kost er niet echt iets slecht over zeggen, vind ik dan. Le jeune homme de 19 ans n'a pas eu une enfance facile. Il a vécu très jeune dans une famille d'accueil, puis dans ce foyer pour jeunes, jusqu'à son départ il y a plus d'1 an. Depuis, il vivait seul dans la rue. Meer dan gemiddeld zien we die terug in de statistieken rond de armoede, dakloos, structurele werkloosheid is een zeer kwetsbare groep. Jordi serait mort de faim et de soif dans une tente durant la vague de chaleur. Au nord du pays, le débat s'élargit sur l'accompagnement de ces jeunes majeurs en difficulté. Ze kunnen meestal tot hun 21ste een verlenging krijgen van de maatregelen of de hulp die ze al krijgen. In sommige gevallen tot 25, maar ze moeten dat zelf aanvragen. En dat is op basis van vrijwilligheid, omdat ze 18 zijn, ze zijn meerderjarig. Wij respecteren ook die autonomie. Hoe is het daar misschien misgegaan? Ik ben goed uit Tervuren vertrokken, dus is het de fout van de instelling? Vraagteken voor mij. Hij is vertrokken, niemand heeft hem eigenlijk opgevolgd, te goeie. Terwijl ik vind dat dat bij zo'n jongen wel nodig is. Donc j'arrête là exprès. La phrase on ne la voit pas, en fait, je voulais que vous voyez ici dans le fond, personne ne l'a accompagné et pourtant il en avait besoin. La question qui se pose finalement, c'est, je ne suis pas dans l'accusation ni dans un tribunal, mais c'est vrai que finalement, toute personne, ça se passe en Belgique, en juillet l'an dernier en fait, du côté flamand. J'arrive pas les gens non plus. Ça commence à aller. C'est des précautions. Donc, évidemment, on a envie de répondre à cette question-là. C'est très clair. On a besoin de répondre à cette question-là, parce que ça ne va pas. Donc, le construction Midi-Europe, c'est sur ça qu'il se pose. Comment on fonctionne par rapport à cela. Et donc, ce consortium Midi-Europe, quand il réfléchit à ce qui pose question et ce qui pose problème aux personnes qui l'accompagnent, je vous rappelle, on est dans le pays européen, c'est énorme, avec des institutions qui ont vraiment pignon sur rue, il pose la question de l'adhésion des personnes qu'on accompagne. Mais plus que l'adhésion des personnes qu'on accompagne, il faut travailler à l'implication. L'implication, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre les personnes en difficulté dans un vrai rapport à l'action. D'accord? Il pose la question de manière, enfin c'est les bénéficiaires qui posent la question de manière parfois énergique, ils mettent en question les pratiques sociales. Parfois les pratiques sociales sont des pratiques très prescriptives qui les mettent dans des situations de nécessité de fuite pour pouvoir survivre. Donc là j'en reviens à mon titre. Qu'est-ce qui se passe quand je parle de nouvelle solidarité? En fait c'est tout ce qui se crée en dehors de nous. Donc les travailleurs sociaux sont compétents, je pense. Ils développent des stratégies tout à fait adéquates pour soutenir les personnes. Mais on observe aussi qu'il y a toute une série de personnes, de bénéficiaires, qui font le choix stratégique et intelligent d'exister et de progresser en dehors du champ des pratiques sociales. Bon, ben parfois ça se passe très très bien, parfois ça se passe pas très bien, parce qu'en fait, ils se construisent de manière, je mets ça entre guillemets, ou double guillemets, de manière un petit peu erronée, c'est-à-dire que il y a une difficulté qui est un handicap dans la capacité de pouvoir agir pour soi, mais cette difficulté, elle reste. C'est un peu comme la personne qui apprend une langue étrangère parce qu'il doit s'insérer dans un pays et qui malheureusement, faute de pouvoir le faire de manière efficiente, va tenir compte du sentiment qu'il a de pouvoir se faire comprendre en paraglino. Comme moi par exemple, quand on parlait anglais, on accompagne son rayonnement autonome. Si je prends l'exemple de ce jeune qui est là, si vous avez bien vu, comment on appelle ça en dessous là, vous voyez, il y a des gens en dessous, il y a des gens, des sous-titres, des gens en dessous. Bien, le monsieur qui représente l'institution, il est droit dans ses bottes, il a respecté le cadre, la structure. Le jeune qui est mort de faim et de soif, hein, pas plus, hein, de faim et de soif,
n'a pas pu développer les stratégies nécessaires pour pouvoir trouver à boire et à manger, mais il était dans les clous aussi. Si vous et moi nous avions été confrontés à cela, qu'est-ce qu'on aurait fait? Ben, moi j'aurais fait du pain, j'aurais maraudé. Je ne sais pas si j'aurais agressé une vieille. Je ne suis pas sûr. Mais je pense que certains peut-être vont agresser une vieille. Chacun ses stratégies. Ce qu'il faut, c'est de pouvoir développer la stratégie adéquate qui permet d'atteindre l'objectif que je poursuis. La cible va me permettre de lever la difficulté. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de travailler au niveau de l'éducation. Alors pour travailler à cela, on n'a pas essayé de réinventer le fait à couper le beurre, on s'est inscrit très clairement dans la droite ligne des travaux d'Yann Le Bossé et de Bernard Valéry en France. Yann Le Bossé en Canada, chez vous, au Québec, Bernard Valéry en France, et d'autres auteurs que je connais mais que je ne vais pas citer parce qu'ils sont nombreux, qui ont très clairement identifié une démarche qui rend possible la capacité des personnes qui accompagnent les personnes en difficulté de pouvoir exercer un vrai pouvoir d'agir dans les pratiques sociales pour soutenir le pouvoir d'agir des personnes qu'elles accompagnent. C'est là qu'on se trouve. Et donc, dans le cadre de ce projet, ce que nous avons essayé de faire au niveau de l'Europe, c'est de réfléchir à comment on peut revisiter de manière très claire, très concrète, d'une part, la formation des éducateurs spécialisés ou des éducateurs sociaux dans le cadre de la formation initiale. D'autre part, comment on peut inviter les travailleurs sociaux qui rencontrent d'énormes difficultés, puisque quand je parle d'éduc Europe, les institutions qui sont partenaires d'éduc Europe, elles ont des travailleurs sociaux en charge, qu'elles forment également, et ils sont confrontés également à ce type de difficultés. Comment on peut, avec les travailleurs sociaux, revisiter leur stratégie, leur pratique sociale, sans leur donner le sentiment d'être à côté de la place, de ne pas être efficient, de ne pas être compétent. Ils sont compétents. Il y a juste que, il y a des moments où ça ne marche pas comme on voudrait que ça fonctionne. L'exemple concret, c'est celui-là. Vous verrez dans mon diaporama, je vous ai une série de liens Internet, je vais le découvrir. Vous allez cliquer sur les liens Internet, vous verrez que les situations dans lesquelles les personnes se retrouvent en plus grande difficulté qu'ils ne l'étaient quand ils sont arrivés voir une personne se faire soutenir sont énormes. Là, j'ai quelques exemples belges, mais je pense que vous en connaissez chez vous. Donc, l'idée de notre consortium, c'est vraiment d'essayer d'aller vers le changement. Alors, il est clair qu'on ne peut pas imposer le changement. Ce serait contraire, finalement, à la démarche que j'ai évoquée de CVA négocier. On est hors de la prescription. On ne va pas prescrire à les travailleurs sociaux de changer leur pratique sociale si, dans un premier temps, nous l'utilisons. C'est une démarche qui condamne la prescription. Donc, il faut aller à la rencontre des modalités de nos partenaires sur le terrain et de voir avec elles comment, de manière progressive, on peut inclure ce changement. Je vais passer rapidement et je vais vous emmener à la méthodologie. Qu'est-ce qu'on a fait? Je vous dis tout à l'heure, on a réuni des travailleurs sociaux, des bénéficiaires et des chercheurs, des enseignants-chercheurs. L'idée qu'on a poursuivie, c'est vraiment de permettre à ces personnes de revenir très concrètement sur comment les bénéficiaires ont été accompagnés. C'est extraordinaire ce que moi j'ai vu là. En fait, d'emblée, on a pu voir des bénéficiaires qui aujourd'hui se portent bien. Bon, certains ne sont pas mieux qu'avant, mais ils existent, ils ont un statut, parfois légèrement un peu précaire, mais ils existent et ils sont heureux. Revenir questionner le travail social qui les a accompagnés, lui indiquer, mais tu sais, à l'époque, quand tu m'as fait ça, là, quand tu m'as proposé ça, moi je te l'ai pas dit, mais moi j'ai pas bien vécu. Et oui, mais moi j'ai fait parce que je voulais que tu sois bien. On a parlé de toute la journée d'empathie, de bienveillance, etc. Ben, on a beau être de bonne volonté, vouloir prodiguer la bienveillance et l'empathie, mais parfois on fait plus que bien. Donc ça a été extraordinaire parce que les travailleurs sociaux ont lâché prise, le bénéficiaire aussi, on est dans la rencontre. Il y a un profil cognitif qui s'élabore là, et l'idée c'est vraiment de tirer le profil cognitif. Et donc c'est vraiment très, très, très difficile, très riche et très important. Donc je ne vous mens pas, ils étaient vraiment là, ces gens-là, ils en veulent, ils en voulaient en beaucoup. Et là vous avez des Espagnols, des Roumains et des Polonais, des Belges aussi, là, Italiens, Belges, Espagnols, etc. Français, Espagnol, Roumain et Japon. Et des moments très dramatiques aussi. Parce que le principe de la recherche d'action, finalement, ça inscrit les personnes dans la capacité à pouvoir développer leur pouvoir d'agir par rapport à une cible qui est celle de la recherche, en fait. Donc, si dans la recherche, la cible, c'est quoi? C'est est-ce que le TPA, les personnes de collectivité, constituent un service crédible pour les personnes qu'on accompagne, mais surtout pour les travailleurs sociaux, parce qu'eux, ils sont en difficulté. Et là, on voit des moments très dramatiques. Là, vous voyez François Gilles, c'est mon collègue,
qui a participé à ce projet. Avec Roland Paul-Fé, je ne sais pas si vous avez certainement entendu tout ce matin. Et on est dans un moment fort du processus. Si vous voyez la tête des gens, c'est énorme, quoi. Et là, il y a des choses qui s'élaborent. Là, on a du matériau pour pouvoir vraiment réfléchir à comment nous, dans le module pédagogique qu'on a développé, et qui est pour l'instant en phase expérimentale, comment nous, on peut cette richesse-là et ne pas reproduire des erreurs de formation antérieures. Ok. Alors, je vais conclure. Il y a des moments aussi agréables, même si on n'était pas content entre nous, il y a des moments très agréables. On a appris à être positif. Alors, en termes de résultats, je vais aller directement aux résultats. Il y a des journaux de recherche auxquels vous n'avez pas accès, tout simplement parce que c'est l'histoire du groupe. Le groupe a accepté de léguer certains aspects, mais bon, finalement, les photos, c'est OK, on a des accords. Il y a un congrès à Valence qui a été mené, et vous pouvez avoir accès à ce congrès en allant sur le site. Je vous laisserai l'adresse mail là, ici. Internet, c'est ici, hein. Oups. Non, c'est pas là. C'est ici. Elle est où l'adresse mail? Je vais aller. Pas grave. Internet, mademoiselle. Alors, les actes du congrès, vous allez les trouver sur la. J'ai mis où les actes du congrès? Voilà. Les actes du congrès, vous les allez trouver là. Je laisserai l'adresse avec une petite vidéo qui résume très très bien ce qu'on a fait, d'accord? C'est écrit en anglais, vous avez les actes du congrès du début à la fin. Il y a plus ou moins 300 pages. Je vous invite directement à lire, vous allez comprendre le processus si c'est vraiment intéressant. Ensuite, il y a un module de formation qui est, je vous ai dit, en phase expérimentale. On a fait une première phase d'expérimentation cette année-ci, il y en a deux qui vont se faire l'an prochain, pardon. Ici, on a accompagné en e-learning des travailleurs sociaux français, belges, espagnols, roumains et italiens. Une des grandes difficultés qu'on a rencontrées, c'est le manque de présentiel ou la difficulté de pouvoir avoir des temps synchrones parce que les travailleurs sociaux, même s'ils nous montrent que c'est très bénéfique pour eux, il y a une nécessité pour eux de pouvoir à un moment donné, synchrone, c'est pas de présentiel d'accord, mais en visuel, avoir l'occasion d'être en résonance avec quelqu'un. Si je vous vois et je vous parle, c'est beaucoup plus agréable que si je vous entends à travers un texte. Vous n'aurez pas accès à cela parce que c'est malheureusement. Je vous montre un exemple. Un participant qui répond par rapport au. On a parlé beaucoup d'empathie cette semaine ici. Donc voilà. Et ce qui est intéressant dans le cadre de cette démarche, c'est que les travailleurs sociaux qui sont engagés là, qui sont encore en formation pour certains, après un moment, ont pu lâcher prise en fait, puisqu'on les a accompagnés à distance, on a fait quelques slides, avec ce que le matériel pour pouvoir le faire. Le temps pour le faire, ce sont des travailleurs sociaux qui font ça sur un temps additionnel finalement, au temps quotidien. Eh bien, ce qu'on peut observer à un moment donné, c'est que cette démarche leur offre de pouvoir lâcher prise, revisiter leur pratique sociale, questionner leur pratique sociale et les négocier avec les autres participants qui sont sur le programme. D'avoir du plaisir à pouvoir dire, bah, tiens, mais finalement, ça, quelque chose qui me portait à l'époque où j'étais conclu. Oui, le travail social me fait énormément bien. Donc ça, je vous invite à le voir. Je le laisse. Et Merci à tout le monde d'avoir